Rebonjour, voilà, je suis ravi d'accueillir avec vous Xavier Bertrand. Comme je vous l'ai dit, c'est important de savoir que le président de la région est attentif à l'économie touristique, qui est un pan important de l'économie régionale. Vous avez tous les chiffres en tête, qu'il s'agisse en termes d'emploi, de chiffre d'affaires, et puis on est tous convaincus, il y a un très très gros potentiel dans cette région des Hauts-de-France, qui est une grande région touristique, qui ne le sait pas encore, en tous les cas pas suffisamment, et qui a besoin aussi d'être mieux connue des Français et de ceux qui nous entourent. Sachant que le potentiel est là et il se révèle un peu plus chaque année, on a prévu de vous présenter quelques chiffres cet après-midi. Je remercie la presse d'être présente, mais pour constater qu'en fait l'année 2022 est une année de record, qu'il s'agisse du nombre de nuitées hôtelières par exemple, et c'est une année record par rapport aux chiffres qu'on connaissait nous-mêmes. Alors évidemment on prend comme comparaison 2019, puisqu'il y a eu les années Covid, mais par comparaison à 2019, on bat des records par rapport à nos propres chiffres. L'année 2019 étant déjà une année exceptionnelle, mais on bat aussi des records par rapport à la moyenne nationale, et on est au-dessus de la moyenne nationale. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Quand on voit, par exemple, l'évolution des nuitées hôtelières, on est 2,1 supérieur à la moyenne nationale. Le taux d'occupation des gîtes de France est aussi en hausse de 5,6 points au premier semestre. Les Britanniques et la clientèle étrangère reviennent, et les Britanniques sont à nouveau à la première place des clientèles étrangères en hôtellerie. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que sur le seul mois de juillet 2022, nous avons enregistré 950 000 nuitées hôtelières, niveau le plus haut des 5 dernières années. Et vous savez très bien que l'économie touristique repose sur des séjours. Alors on est heureux d'accueillir des visiteurs à la journée, mais quand on arrive à provoquer un séjour, une nuitée, derrière c'est forcément plus d'argent qui est dépensé sur place pour la nuitée, mais également ensuite il faut se restaurer, et puis forcément si on séjourne plus longtemps, eh bien, on va avoir accès à des produits, des événements, des équipements. Donc il ne faut pas se contenter d'avoir uniquement des touristes qui passent et de faire tourner le compteur. Ces touristes, il faut qu'ils restent, qu'ils séjournent, et de ce point de vue-là, ce chiffre est tout à fait intéressant. En juillet-août, par rapport à 2019 également, ce qui est intéressant, c'est de voir que la clientèle régionale est en hausse, Monsieur le Président. C'est-à-dire que les habitants des Hauts-de-France ont compris qu'il n'y avait pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour passer des moments absolument merveilleux, qu'on a ici des équipements, des événements, un environnement qui fait qu'on peut passer de très agréables vacances à côté de chez soi, plus 7 points par rapport à août 2019. Et puis, comme je vous le disais, donc on note le retour des clientèles internationales dans l'hôtellerie, avec 2,5% de nuitées étrangères en hôtellerie de plus que par rapport à 2019, qui était une année exceptionnelle. Les Néerlandais qui sont revenus, les Allemands, les Belges, bien évidemment. Puis l'hôtellerie de plein air, qui est quand même un point important dans la région, qui s'est beaucoup remis en cause et qui a beaucoup évolué. Parce que si on note une évolution en quantité, on note également une évolution en qualité quant aux prestations qui sont offertes. L'hôtellerie de plein air est à 2 points d'occupation supplémentaires par rapport à 2019. Donc des chiffres qui sont extrêmement encourageants. Alors on pourrait penser que ces chiffres sont la conséquence d'un moment particulier post-Covid ou lié à la météo, mais je suis convaincu du contraire, et vous aussi, sachant qu'on a aussi des chiffres qui montrent que nos équipements sont en eux-mêmes attractifs. Nausicaa plus 14%, le parc Astérix 13%, Jardin de Valois, on fait ministère de Guise, le Dragon de Calais, Chantilly. Enfin, quand on regarde l'ensemble de nos équipements, les taux d'occupation sont en augmentation de façon sensible, ce qui prouve que le tourisme repose sur des événements, sur un environnement naturel, mais également sur des équipements, et ces équipements ont joué pleinement leur rôle au cours de cet été. Là, ce sont les chiffres de août 2022, mais voilà, ils ont un rôle moteur qui est tout à fait à souligner. Ensuite, alors,
Les nouvelles aspirations des visiteurs. Donc, j'ai fait ma transition un peu trop tôt, donc je la refais. Ces chiffres montrent évidemment une embellie liée à la période post-Covid et une météo qui a quand même été très très flatteuse durant cet été. Mais en même temps, on voit bien qu'on a des fondamentaux qui font que structurellement, on a un potentiel qui convient tout à fait aux attentes nouvelles des touristes et des clients, qui justement vont privilégier la proximité par rapport au lointain, l'exotisme, de l'exotisme au dépaysement, du défoulement au ressourcement, avec une préoccupation environnementale de plus en plus affirmée, et qui évolue du facteur prix au facteur utilité. Vous connaissez tout ça beaucoup mieux que moi, mais on voit bien que quand on analyse en profondeur les attentes nouvelles des touristes et des clients et des visiteurs, on a une offre potentiellement qui correspond à ces attentes et qui explique ces bons chiffres et qui explique que ces bons chiffres vont s'installer durablement. Voilà. Et moi, je suis convaincu que l'économie touristique régionale a de beaux jours devant elle. Les atouts des Hauts-de-France en phase avec les nouvelles aspirations des visiteurs, justement, une proximité. Je le dis souvent, mais on est une région qui est au cœur de l'une des régions les plus riches du monde, en fait. Parce que quand on accumule le potentiel de la région Île-de-France, de Bruxelles et de la Belgique, et du nord de la Belgique, si vous ajoutez le Luxembourg et les Pays-Bas, voire le nord de l'Allemagne, et le sud de l'Angleterre, à 3h30 de destination, on a des clientèles potentielles qui est considérable. Voilà. Et on a un marché euro-régional qui est tout à fait considérable à un moment où les touristes préféreront peut-être prendre la voiture pour un court séjour plutôt que de prendre l'avion pour aller à l'autre bout de la planète. On voit par exemple, notamment dans une clientèle jeune, que cette préoccupation est de plus en plus forte. On préfère prendre le train ou la voiture plutôt que de prendre l'avion pour aller à l'autre bout de la planète, et en étant conscient de l'impact de son séjour sur l'environnement. La facilité d'accès aussi non dépendant du trafic aérien, je viens d'en passer. De grands espaces aussi de nature, puisqu'on sait très bien que l'attente aujourd'hui des visiteurs est aussi d'être de plus en plus en communion avec la nature. Ceux qui vivent dans les villes, quand ils quittent les villes, ils n'ont qu'une envie, c'est de garer la voiture, de se promener en vélo, à pied et d'être en rupture par rapport à ce qu'ils vivent tout au long de l'année, tout au long des semaines. Et de ce point de vue-là, on a un littoral qui est préservé, on a une ruralité qui est tout à fait exceptionnelle, et puis des villes également qui se remettent en cause, avec aussi de grands espaces. On a 5 parcs naturels régionaux, 200 km de littoral, 3 grands sites de France, bon, un vaste massif forestier. Tout ça correspond aussi à cette attente de la clientèle. Des chemins de randonnée, par exemple. On a une très très forte demande chez moi, dans mon territoire. Il y en a une demande qui explose. On faisait le point hier après-midi, s'agissant des chemins de randonnée. Et on va d'ailleurs très vite éditer un nouveau guide à ce sujet. La capacité aussi à associer nature et culture, urbain et campagne au sein d'un même séjour. Il y a des expériences tout à fait originales et intéressantes qui ont été proposées à ce sujet. Je pense par exemple au festival Art et Paysager à Amiens dans les Ortillonnages, mais on pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Et puis des valeurs humaines du Nord qui sont synonymes de sens de l'accueil, de convivialité, de sincérité, et qui rassurent à un moment où on vit dans un monde qui est de plus en plus fragmenté, fracturé, qui vit des tensions, et d'avoir une offre touristique apaisée à côté de chez soi, un accueil convivial, c'est aussi extrêmement important, et ça correspond, j'en suis certain, à ce que attendent aujourd'hui nos clients. Alors, pour illustrer tout cela, à la demande du président Bertrand, donc on a travaillé avec les équipes du CRT, parce que c'est vrai qu'on communiquait sous différentes marques et différentes signatures. C'était la conséquence d'une période de transition où il avait fallu fusionner le CRT Picardie et le CRT Nord-Pas-de-Calais. Donc, cette période de transition étant achevée, il fallait simplifier les choses qu'on s'est attaché à faire avec Jean-Philippe Gold, le directeur du CRT qui est ici, et nos équipes. Et nous avons fait cette proposition au président Bertrand qui l'a acceptée. Donc la nouvelle marque, c'est Hauts-de-France Tourisme. Voilà. On va communiquer désormais sous cette marque Hauts-de-France Tourisme. On a fait un petit peu aussi de comparaison avec ce que faisaient d'autres régions. Et en général, c'est la déclinaison tout simplement du nom de la région auquel on accole le mot tourisme. C'est ce qui est le plus simple, de plus efficace.
Hauts-de-France Tourisme, donc qui sera la marque institutionnelle qui va s'adresser à l'ensemble des sites touristiques de la région, grand public et professionnel, unité, simplicité, meilleure visibilité. Et donc voilà le logo qu'on va retrouver maintenant sur l'ensemble de nos documents et de nos présentations et qu'on va petit à petit diffuser dans l'ensemble de la région. Alors une marque, mais également une signature de marque. Et il fallait trouver une signature de marque qui corresponde vraiment à la région. Et là aussi, bon, on a beaucoup travaillé, y compris avec le conseil d'administration du CRT. Et ce qui s'est imposé, finalement, c'est une idée toute simple. Vous savez, parfois, il y a une idée qui germe au début d'une réunion, et puis on en fait 2 ou 3, on cherche des choses très compliquées, puis on revient finalement à la première idée qui est plus évidente. Et cette première idée, c'était celle de la générosité. Parce que s'il y a une qualité qu'on reconnaît aux habitants de la région des Hauts-de-France, c'est celle de la générosité. Je cite souvent cet exemple, mais j'étais en vacances il y a quelques mois dans le sud de l'Espagne. Et là, vous savez, on est parfois démarché sur les plages. Et c'est un Sénégalais. Non, mais je vais voir ailleurs ce qui se fait pour prendre des idées ailleurs. Et puis surtout, quand je reviens, je suis toujours convaincu que c'est vraiment voilà, beaucoup mieux dans les Hauts-de-France qu'ailleurs. Et donc voilà. Ouf. Voilà. Et donc... je suis démarché. Je croyais que dans la fiche de poste, c'était forcément dans les Hauts-de-France. Alors, c'est l'essentiel de mes vacances dans les Hauts-de-France, mais je me permets un petit écart de temps en temps, voilà, pour faire du benchmark. Souris pas, Jean-Philippe, on va te poser la question aussi où tu pars. Et donc, alors il y a un Sénégalais qui s'approche de moi, qui vendait des objets, et il me dit, mais vous venez de où? Parce que bon, on se met à parler français. Il me dit, vous venez de où? Je viens du nord de la France. Il me dit, donc vous êtes sympa. Voilà. Donc c'était vraiment, et ça, je trouve très bon rétablissement. On peut applaudir. Voilà. Je cite souvent cet exemple parce que c'est vraiment l'image que l'on a. Et je me suis dit que finalement, ce qui incarne le mieux la région, c'est la générosité. Et on est naturellement généreux, la générosité naturelle. Alors, la générosité, c'est celle des habitants de la région des Hauts-de-France. D'ailleurs, le logo de la région des Hauts-de-France, c'est un cœur depuis le début. C'était le logo de la région des Nord-Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, c'est le logo de la région des Hauts-de-France. Voilà. Donc, c'est une qualité qu'on nous reconnaît. Mais ce n'est pas qu'une qualité humaine. La générosité, c'est celle aussi de nos paysages, de nos plages. On a des plages de sable fin infini, de nos événements, la braderie de Lille, l'enduro du Touquet, mais aussi le carnaval de Dunkerque. C'est la générosité aussi de nos plats, de nos fêtes, hein, la bière, la frite, les gaufres, voilà, enfin voilà, ces repas qui sont généreux. Je veux dire, on mégote pas quand on reçoit nos visiteurs. Et je pense que tout ça, ça crée un lien, une ligne directrice à un moment où, je le disais précédemment, les visiteurs, les touristes potentiels ont besoin justement d'écoute, d'attention. On vit dans un monde où on n'a jamais autant communiqué, où il n'y a jamais eu aussi peu d'attention à porter les uns aux autres, et il n'y a jamais eu autant de violence et de tension. Et de ce point de vue-là, bien, cette destination de proximité est une destination aussi qui apaise dans l'écoute apportée aux autres, dans l'attention apportée aux autres. Et c'est la raison pour laquelle donc, on a choisi c'est la générosité naturelle. Décliné en anglais, c'est décliné assez facilement par Generous by Nature. Et vous voyez ici donc cette écriture de marque qui est déclinée de différentes façons sur différents supports. Ça fonctionne vraiment très très bien. Hein. Donc vous allez maintenant la retrouver partout. Et on vous demandera évidemment de la reprendre par vous-même, parce que l'idée c'est vraiment de l'installer. On va l'installer à travers les moyens du CRT. Mais il faut aussi que les offices du tourisme, que les hébergeurs, que les acteurs publics et privés s'en emparent. Et on demandera peut-être au président de région un petit soutien aussi pour nous aider à l'installer de façon encore plus forte. Alors, la feuille de route du CRT, donc Hauts-de-France Tourisme maintenant pour 2022-2024, puisque cette conférence de presse avait pour but de présenter ces bons résultats du tourisme en 2022, mais également d'installer la feuille de route pour la stratégie 2022-2024. Et là, très rapidement, on a donc posé 7 défis pour l'économie touristique des Hauts-de-France dans les années qui viennent. Donc le premier défi, c'est connaître et exploiter les nouvelles attentes des visiteurs français et étrangers. C'est le rôle du CRT que d'être attentif aux attentes de ses clients potentiels et de vous transmettre ces informations pour que vous puissiez ensuite transformer ces informations en produits touristiques qui correspondent véritablement aux attentes de nos clients. Et en ce qui nous concerne, on va à travers le magazine, les réseaux sociaux, les offres produits sur la plateforme
que vous connaissez, on va pousser justement ces informations, mais aussi ces produits qui correspondent à ces attentes nouvelles des visiteurs français et étrangers. Ensuite, créer des produits en réponse aux nouvelles attentes des segments de clientèle. Bon, c'est la conséquence. Dans la démarche, c'est une démarche qui est très simple, mais voilà, qu'il faut toujours rappeler. Parce que souvent, quand on parle tourisme, pour avoir été rapporteur du budget tourisme, par exemple, à l'Assemblée nationale, et pour avoir assisté à quantité de débats sur l'économie touristique, on parle tout de suite de l'offre et du produit, et on ne parle pas assez des clients que l'on veut attirer et des attentes des clients. Donc la démarche du CRT, plus que jamais, ce sera vraiment partir des attentes des clients, de définir clairement nos cibles, les cibles géographiquement, les cibles également socialement parlant, et puis ensuite on verra comment on peut les atteindre en mettant en marché des produits qui correspondent aux attentes de ces cibles. C'est ça le travail du CRT, et c'est en ça que le CRT doit vous accompagner dans tout ce que vous faites. Donc le troisième point, c'est soutenir la mise en marché à l'international en s'appuyant notamment sur la plateforme régionale. Alors cette plateforme régionale, elle a un succès véritable. C'est une alternative, par exemple, par rapport à Booking ou Airbnb aujourd'hui. C'est l'une des rares plateformes publiques qui a fonctionné, qui fonctionne et qui se développe. 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ceux qui mettent leurs produits sur cette plateforme le font avec succès. Et cette plateforme qui fonctionne bien à l'intérieur de la région de Hauts-de-France, Xavier, l'idée c'est vraiment de l'utiliser pour développer et déployer l'offre touristique dans l'euro-région et sur les marchés à l'international. Développer ensuite chez les habitants la connaissance de l'offre, la fierté d'appartenance régionale et partager avec eux un nouveau regard sur la région à travers le tourisme. Et notamment, la nouvelle écriture de marque va nous y aider. Tenir compte du réchauffement climatique et de nouvelles préoccupations environnementales des clients. Bon, ça, c'est un point important. Bon, le fait qu'on puisse proposer des courts séjours de proximité, déjà, nous y aide. Il faut développer l'offre d'accès par le train, proposer des déplacements dans les lieux de séjour par le vélo, par exemple. Aussi, savoir quelle est l'empreinte carbone des produits que l'on propose sur notre plateforme. Voilà. Il faut qu'on épouse pleinement et complètement les attentes des nouveaux clients sur ce point. Tenir compte donc du réchauffement climatique et des nouvelles préoccupations environnementales des clients à travers un guichet unique. Et c'est peut-être là un point vraiment nouveau, parce que jusqu'à présent, je n'ai fait que reprendre, classer et réaffirmer ce que faisait déjà le CRT. Mais à la demande de Xavier Bertrand, et c'est une annonce qu'on vous fait cet après-midi, c'est qu'on va mettre en place un guichet unique. C'est-à-dire qu'actuellement, les acteurs que vous êtes, publics ou privés, quand vous avez besoin d'un soutien, d'une information, d'un accompagnement, il y a plusieurs interlocuteurs possibles. Et donc Xavier m'a dit, est-ce que tu ne peux pas simplifier tout ça en mettant en place un guichet unique? Donc ce qu'on vous annonce cet après-midi, c'est qu'effectivement, la mission demain du CRT, de Hauts-de-France Tourisme, ce sera d'être le guichet unique pour l'ensemble des acteurs publics et privés de la région. Pour toute question, vous pourrez vous adresser à Hauts-de-France Tourisme, qui pourra donc à la fois vous donner des informations si vous en avez besoin, vous aider à construire des produits, vous aider à mettre en marché vos produits. Tout ça, évidemment, avec le soutien des services de la région. Je salue Rodolphe Vibaud qui est ici, sachant que le CRT ne va pas tout faire, mais le CRT sera la porte d'entrée, ensuite renverra vers les bons interlocuteurs. Pour ce qui est des contrats de renouvellement touristique, par exemple, c'est les services de la région, à travers Rodolphe Vibaud, qui en ont la responsabilité. Mais ça, c'est nos problèmes de boutique. Et les acteurs économiques n'ont pas à les connaître. Donc on va simplifier les choses avec une seule marque, une seule signature de marque, et un guichet unique. Donc il y a là une volonté vraiment de simplifier pour rendre plus efficace l'action du CRT, l'action de Hauts-de-France Tourisme. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. J'espère que ce n'a pas été trop long, mais en tous les cas, beaucoup d'enthousiasme et surtout voilà, la conviction que nous avons ensemble beaucoup à faire et que l'économie touristique est une économie partenariale, main dans la main. On peut développer largement l'économie touristique régionale, créer de la richesse, de l'emploi, et ce dans l'ensemble du territoire, pas seulement dans les lieux qui étaient habituellement consacrés au tourisme, mais dans les villes, on le voit bien, dans la ruralité, on voit se multiplier les offres d'hébergement insolites, les offres d'événements nouveaux. Je sais que, par exemple, on fait du paddle à Aire-sur-la-Lys, ce qui est tout à fait surprenant, mais qui a connu un vrai succès cet été. Donc l'innovation, elle est partout, et on est là pour vous accompagner. Donc merci à vous, parce que c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui faites l'essentiel. On est là pour vous accompagner. Donc un grand merci à vous pour ces bons résultats, et puis pour le beau travail qu'on fera ensemble par la suite.
Bon, très rapidement, moi je suis venu vous dire un message de confiance en l'avenir en matière touristique. On le voit bien depuis maintenant plusieurs années, les Hauts-de-France ont le vent en poupe et c'est loin d'être terminé. À quoi c'est dû? Pas seulement le fait que, au fur et à mesure, dans les inconvénients liés au réchauffement climatique, il y a aussi l'évolution climatique qui fait qu'on nous regarde autrement. Il y a eu aussi les années post-Covid. On a aussi des questions qui sont liées à l'évolution des comportements et du pouvoir d'achat, qui font qu'il y a beaucoup de trajets de courte distance sont favorisés. Non. La réalité, c'est qu'il y a un vrai coup de projecteur qui se fait sur les atouts des Hauts-de-France. Et Daniel a eu raison de le souligner. Je pense que la richesse, avant même des territoires, la richesse des hommes et des femmes, cette question de l'accueil, la façon dont on sait mettre en place des expériences, je crois que c'est ça qui fait la différence. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, vous n'êtes pas placé ici par hasard, c'est des tables par territoire, et ça montre bien aussi, à chaque fois, que c'est cette puissance des territoires. Il faut à la fois qu'on voit la région comme une très grande région de 6 millions d'habitants idéalement placée, mais aussi une région qui fait toute sa place aux territoires et aux hommes et aux femmes sur les territoires et sur la diversité des expériences. Je pense que c'est ça la différence. Or, je ne veux pas comparer à d'autres régions qui ont pour elles depuis longtemps ad vitam aeternam le soleil, des paysages. Non. Je pense que nous, d'une certaine façon, on n'a pas su compenser, on a su dépasser cette image-là, et c'est aujourd'hui ce qui fait notre force. Alors je sais bien, je voyais l'autre jour dans la presse que sur un certain nombre de sites de référencement, on était effectivement loin derrière. Oui, enfin, la vérité, c'est qu'il faut voir quelle a longtemps été notre image et ce qui est en train de se transformer en termes d'image. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur la question des publics cibles. Je reste intimement convaincu, je le dis depuis des années, qu'il y a 3 publics cibles. Les riverains, d'une certaine façon, les habitants de la région, les voisins et les lointains. Sur les lointains, ça a été très bien dit, c'est toute une action en amont qu'il faut avoir. On peut mettre une très belle campagne d'affichage à Roissy, à Orly, tout ce que vous voulez. Bon, celui qui pense qu'on arrive avec son sac à dos, qu'on dit tiens, en fait, il y a une affiche, je vais aller voir là-bas, ceux-là n'ont rien compris. Et d'ailleurs, pour les professionnels que vous êtes, vous savez pertinemment que ce n'est pas comme ça. Sauf que toutes les actions qu'on est en train de mener très en amont, avec des méthodes traditionnelles, mais aussi en investissant vraiment massivement les réseaux sociaux, c'est ça la clé du succès. Et sur les lointains, ne l'oublions pas, il y a tout ce qui est lié au tourisme de mémoire. Je me souviens, au moment où j'ai vraiment pris mes fonctions, ça va faire maintenant plus de 7 ans, c'est l'ambassadeur d'Australie qui me disait, écoutez, vous avez un potentiel avec le tourisme de mémoire, nous venons tous visiter les aïeux qui sont tombés ici. Sauf que, à l'époque, c'était pas encore comme aujourd'hui, on vient et après on repart. Il faut organiser des circuits. C'est ce que nous sommes en train de réussir, pas de faire, de réussir. Et c'est vrai pour les Australiens, les Néo-Zélandais, les Canadiens, et aussi, vous le savez bien aussi, les Indiens également, les Chinois, nous avons mis en place des actions qui permettent de fidéliser et d'avoir un potentiel beaucoup plus important encore. Après, il y a la question des voisins. Le Royaume-Uni ne vont pas rester indéfiniment bloqués avec dans la tête les conséquences du Brexit. Très honnêtement, on voit le Royaume-Uni, on voit les Hauts-de-France, passer ses vacances en Hauts-de-France quand même. Hein. On peut très bien, nous, de temps en temps, aller au Royaume-Uni, mais enfin, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Pareil pour la Belgique, c'est très agréable d'aller en Belgique. Mais je comprends quand même tout à fait qu'ils viennent massivement chez nous, pour plein de raisons. Je ne veux pas être désagréable avec qui que ce soit. Mais enfin, la vérité, c'est que vous le voyez, il y a quand même un côté sympa chez nous qui est encore plus important. C'est la raison pour laquelle nous sommes une destination. Les Pays-Bas, c'est pareil. C'est vrai aussi pour l'Allemagne. Et que si je parle des voisins, je pense aux Franciliens, je pense à une bonne partie des habitants de Grand Est, et je pense aussi aux Normands. C'est aussi ça, une cible de proximité, pas pour l'hypercourt séjour, mais même pour du séjour moyen. On a tout un potentiel, et cette carte-là, je pense qu'on peut encore continuer à la jouer à fond. Et puis, il y a aussi 6 millions de clients, hein. Les 6 millions d'habitants des Hauts-de-France, qui ne cesseront de faire des découvertes sur les atouts de la région. Et moi-même, encore aujourd'hui, en cherchant des destinations de courts week-ends ou de week-end, on découvre toujours des choses formidables dans la région. On l'a vu encore cet été. Même moi qui suis axonais, encore pas très loin de Saint-Quentin, et justement des expériences, des découvertes, kayak, pas à Saint-Quentin même, mais à côté, qui ont fait le bonheur de la famille. Donc très clairement, nous avons encore des tonnes de choses à découvrir et à faire découvrir.
On ne m'empêchera pas de penser que sur nos locomotives culturelles, par exemple, nombre d'habitants de l'Oise, de l'Aisne, n'ont pas encore été voir, non pas l'exposition Champollion au Louvre-Lens, mais ne connaissent pas forcément le Louvre-Lens. Et il en est de même pour la forêt de Chantilly, pour un certain nombre d'habitants du Nord et du Pas-de-Calais. On a encore tout ce travail à faire, parce que je reste intimement convaincu qu'avant de regarder d'autres destinations, on a encore vocation à pouvoir investir l'ensemble des sites, l'ensemble des animations, l'ensemble des expériences qu'il y a dans les Hauts-de-France. Donc je suis convaincu qu'avec ces publics cibles, on a encore un potentiel qui est un potentiel énorme. Si je vous dis ça, c'est aussi cette dimension touristique. Moi, je suis très heureux du tandem qui est formé par Jean-Philippe et Daniel et Jean-Philippe, avec toutes les équipes du CRT. Pour que les choses soient claires, j'ai voulu simplifier. Le bras armé de la région des Hauts-de-France en matière de tourisme, c'est le CRT, c'est Hauts-de-France Tourisme. Parce qu'il y avait un peu une confusion. Alors, elle fait quoi la région au sein du conseil régional? Le CRT fait quoi? Non. On fait simple, c'est eux qui pilotent. Ce sont eux qui pilotent, et au moins les choses sont très claires. Si c'est pour instruire des dossiers ou autres, il faut que ça se fasse de cette façon. Un porteur de projet doit savoir concrètement, si je veux m'implanter, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux obtenir, comment je peux être aidé, et le guichet unique d'entrée, c'est vous. Ce n'est pas le conseil régional, c'est vous. Pour moi, c'est clairement la même chose. Et un porteur de projet extérieur à la région doit savoir qu'il faut passer par vous pour avoir justement accès à l'ensemble des informations et des dispositifs. Ça peut sembler si évident, la simplification, mais c'est ça aussi la vraie clé du succès. Et tu l'as dit aussi, Daniel, pour la plateforme, il faut qu'on ait cette logique ultra simple. Quand c'est compliqué, ça peut pas marcher. Donc on a deux professionnels qui symbolisent l'excellence de l'ensemble des professionnels de la région, et je leur fais une totale confiance. C'est la raison pour laquelle, sans trop alléger, je vous promets cet après-midi, je voulais intervenir pour vous dire, que je suis très heureux de cette saison, et en plus, on ne joue pas sur les chiffres, on compare bien par rapport à 2019. On ne prend pas en année de référence ces années terribles qu'on a connues avec le Covid. On croit d'autant plus au tourisme, vous le savez, qu'au moment de la crise Covid, nous avions décidé de donner des chèques vacances aux salariés qui avaient dû travailler physiquement pendant le Covid, mais qui n'avaient pas eu de prime de leur employeur. Eh bien, je peux vous dire que près de 60% des chèques vacances ont été utilisés clairement dans la région. C'était le but. C'était aussi de l'hyper-proximité. C'était aussi une façon d'avantager le tourisme. Et cette logique du tourisme est telle que, vous le savez certainement, sur le projet de Cité de la Bière que j'ai en tête, on est en train de le faire évoluer pour aller plus que vers une immense Cité de la Bière ou un immense musée cathédral, comme ils l'ont fait à Dijon ou à Bordeaux. On va faire une Cité de la Bière qui va être aussi une cité avec un parcours de la bière. Parce que je veux que l'on circule. On a regardé ce qu'ils font dans le Calvados. On a regardé un peu sans y aller ce qu'ils font en Écosse. Et on a regardé ce qu'ils font justement en Champagne. Je pense qu'on a tout intérêt à avoir un lieu de référence, peut-être moins majestueux, mais de pouvoir investir également sur des territoires qui voudront avoir des lieux d'accueil, de démonstration, de dégustation, des lieux également de médiation. Et donc, on a plutôt l'idée de faire une sorte, plutôt que d'avoir un seul porte-avions, d'avoir différentes frégates autour de ce porte-avions. C'est comme ça que va être redessiné l'appel à manifestation d'intérêt, notamment sur la cité et le parcours de la bière, que ça profite à l'ensemble du territoire. Et quand je dis ça, ça ne sera pas réservé au département du Nord. Vous voyez bien ce que je veux dire. Ça a aussi vocation à pouvoir être l'appel à manifestation d'intérêt sur l'ensemble, clairement, des départements de la région. Nous allons relancer l'appel à manifestation d'intérêt, à chacun de se positionner là-dessus. Je reste intimement convaincu que cette dimension sociétale, environnementale, c'est la clé, et on est sacrément bien placé en la matière. Je reste aussi convaincu qu'il faut que vous puissiez avoir à chaque fois des idées très claires sur ce que nous vous permettons de faire, soit pour s'implanter, soit pour se développer. Et là, encore une fois, d'habitude, je donne toujours mes coordonnées quand on a besoin de me joindre, mais il n'y a qu'un seul guichet d'entrée. C'est Hauts-de-France Tourisme, et c'est cette marque-là qui est vraiment prioritaire. Pourquoi on croit tant au tourisme? Pourquoi j'y crois tant? C'est de l'emploi, c'est de l'économie, ce sont des emplois non délocalisables, ce sont des emplois qui restent encore à pourvoir. Je ne vous cache pas que je cherche encore la bonne façon de pouvoir nous permettre d'aller plus que d'autres encore sur le domaine des langues, de l'apprentissage, de la connaissance des langues, parce que ça, c'est un des vrais sujets. Est-ce que là-dessus, la région doit mettre en place de nouveaux dispositifs
dont vous seriez, je dirais, les premiers bénéficiaires. Comment il faut faire? Là, je suis très preneur de vos réflexions en la matière parce que je crois qu'on peut encore et encore progresser et pas seulement vis-à-vis des Britanniques. Ça, c'est un des chantiers. Certains me disent qu'avec l'évolution de la technique, il n'y a plus besoin. Moi, je ne crois pas. Mais encore une fois, je suis prêt à ce que l'on fasse davantage sur ce terrain-là, sur la question aussi de la formation. Et il faut savoir que les dispositifs que nous avons, notamment avec Proche Emploi, permettent aussi, je le sais dans le domaine touristique, à des entreprises touristiques, quelle que soit leur taille, de pouvoir trouver du personnel. N'hésitez pas non plus à nous solliciter. Nos programmes de formation sont aussi faits pour cela, parce que vous avez des emplois qui sont des emplois durables et vous avez des emplois non délocalisables. Mais le tourisme, ce n'est pas que ça. Le tourisme, c'est aussi une part d'identité, c'est aussi la culture de la région, et c'est aussi de la fierté, mais de la belle fierté. Pas celle qui enferme, et pas de l'identité qui enferme, mais c'est celle qui ouvre, et je suis intimement convaincu que là où nous aurons réussi, c'est qu'au-delà, tous les acteurs qui sont ici, vous le savez bien, quand on aura, avec les gens de la région, les habitants de la région, à chaque fois quasiment un ambassadeur de la région auprès des amis, de la famille et de ceux qu'ils pourraient rencontrer, là, on aura encore plus gagné, parce qu'au-delà des chiffres qui sont excellents, je pense qu'on aura vraiment développé cette idée de fierté. Les gens de chez nous, vous le savez bien, pardon. Les Picards, on est très comme ça. On est très comme ça. On est fiers, mais on a toujours du mal un peu à le dire. Eh bien, le jour où on aura réussi à faire en sorte qu'on soit à 100% ambassadeurs chacun de ce qu'est la région et des trésors de la région, et pas seulement des trésors autour de soi, là, je peux vous dire que ce ne sera pas seulement une question de chiffres, mais ce sera une question de sentiment, et ce sentiment, c'est la fierté. Je suis très fier de la réussite du tourisme dans la région. J'ai le sentiment qu'on peut faire davantage. À vous de nous dire comment on peut vous accompagner et vous aider, les professionnels que vous êtes. Merci de votre attention. Je peux rester encore un peu? Je peux écouter un peu? Oui, en complément de ce qu'a dit Xavier, l'identité de la région, c'est aussi l'identité gastronomique de la région. Et vous savez qu'on est région européenne de la gastronomie. Le lancement aura lieu le 11 octobre prochain à Arras, donc je ne peux pas trop vous en dire, mais quand même, je ne peux pas ne pas en toucher un mot cet après-midi. Donc on est la première région de France à être labellisée région européenne de la gastronomie, c'est quand même important. Et l'objectif de l'année, c'est qu'on connaisse mieux l'identité culinaire de la région. Parce que quand on pense Bretagne, on voit tout de suite des crêpes, je sais pas, du chouchen et que sais-je encore, du cidre. Quand on pense Alsace, on voit, vous voyez, il y a des régions auxquelles immédiatement on associe des plats. Quand on pense région Hauts-de-France, c'est pas aussi évident que ça. Alors on a des recettes régionales, la ficelle picarde, mais également beaucoup d'autres plats, le wesh, le waterzooi. Immédiatement, on a une liste de plats qui arrivent, mais il n'y en a aucun qui s'impose. Alors peut-être que c'est un produit finalement, ça pourrait être la frite, la bière, bien évidemment, la gaufre aussi, puisqu'on a tous, c'est des produits qu'on consomme dans l'ensemble de la région. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au début de l'année 2023, on va lancer une grande enquête auprès des habitants de la région. On va les interroger pour savoir ce qui caractérise pour eux l'identité culinaire de la région, les plats principaux, les produits principaux. Parce qu'on est une région gastronomique naturellement. On a un littoral incroyable, on a des marins-pêcheurs, on a des agriculteurs, on a une diversité de produits fabuleuse, mais ça ne se sait pas. Et donc il faut absolument mieux le faire connaître. On a aussi de grands chefs qui s'imposent, des chefs étoilés, mais également des chefs qui se distinguent. Il y a aussi des jeunes chefs en devenir. Absolument. C'est le problème quand je reste longtemps, c'est que j'ai envie d'intervenir. Et puis aussi, tu parlais un peu de ces produits. On a des artisans phénoménaux. Et ce que je pensais aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je parlais notamment cité Parcours de la bière. Au-delà de la gastronomie, c'est un événement, c'est mettre en avant, mais c'est aussi mettre en avant d'une certaine façon tout un circuit pour ceux qui voudraient, pour venir découvrir soit ces chefs reconnus, soit ces chefs en devenir. Promis, je m'arrête, Daniel. Non, mais pas du tout. Mais je confirme tout à fait, parce que quand vous savez qu'il y a des concours régulièrement à la télévision, Top Chef et d'autres, et régulièrement, vous avez justement des chefs de la région qui se distinguent, qui remportent ces concours, qui vont très loin dans ces compétitions, donc, et qui après, évidemment, attirent des clients chez eux. Il n'en reste pas moins qu'on a moins de restaurants étoilés, par exemple, que la région Auvergne-Rhône-Alpes, beaucoup d'autres régions en France. Donc on a à progresser aussi dans ce domaine. Donc l'idée, c'est d'affirmer l'identité,
d'en prendre conscience, de soutenir ces producteurs locaux dont tu parlais, de mettre en avant ces diversités de produits, de soutenir aussi les chefs. On avait un dîner des chefs organisé par De Forks la semaine dernière à Lille, où ils étaient heureux d'être là et fiers d'être là. Et on a essayé de convaincre The Fork de remettre les prix, les awards, parce que vous savez que The Fork travaille avec Airbnb, et c'est quand même un sacré réseau. Ils hésitent entre Lyon et Lille, donc je pense qu'on les a convaincus de venir à Lille dans le cadre de la région européenne de la gastronomie. Ça fera un événement important en novembre prochain. Il y a aussi Omnivore, que vous connaissez peut-être, qu'on a attiré maintenant dans la région, Omnivore Nord, dans ma commune. Donc on va mettre en avant cette grande enquête. Ensuite, il y aura des rendez-vous tout au long de l'année. Je viens d'en citer 2, mais il y aura beaucoup d'autres rendez-vous autour de la gastronomie. Et puis en fin d'année, on va travailler avec des chefs pour qu'ils nous présentent des recettes, qui réinventent aussi les recettes qui existent. Il y aura peut-être 1 ou 2 livres qui seront soutenus par la région, en partenariat avec la région, pour justement installer cette identité culinaire. On interroge les habitants de la région, on interroge les chefs, on les fait travailler, et à la fin de l'année, on essaie tous ensemble là, de commencer à dessiner les traits caractéristiques de l'identité culinaire de la région. Je pense que c'est très très important, parce que la gastronomie, dans toutes les enquêtes, montre que c'est un élément déclencheur d'un séjour touristique. Ça devient de plus en plus important, et donc il faut absolument qu'on sache mettre en avant la gastronomie régionale pour renforcer notre identité, la fierté des habitants de la région des Hauts-de-France, comme le disait Xavier, et aussi pour provoquer des séjours plus nombreux. Voilà, donc un beau défi, mais vous serez mobilisés et on compte sur vous tout au long de cette année européenne de la gastronomie. Voilà, petit message que je voulais faire passer aujourd'hui, profitant de cette audience nombreuse. Voilà, merci à vous. Et donc si vous avez des questions, puisque c'est une conférence de presse, j'imagine que les journalistes ont des questions, mais dans la salle, si vous avez des questions aussi, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez intervenir, il y a des membres du conseil d'administration du CRT là-bas, dans la salle. Est-ce qu'on peut circuler un micro ? Merci. Oui, évidemment, je souscris tout à fait à ce que nous a dit Daniel, à ce que nous a dit le président, Xavier Bertrand. On a eu une très bonne saison, et au-delà des chiffres, on a eu une belle activité, même si de temps en temps, on a eu quelques difficultés avec certains touristes ils ont tous les droits. Je dis souvent, ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Donc ça, c'est un principe de base. Mais ce qui est important aussi de dire, on a parlé des chiffres au 31 août. On vient de faire un très bon mois de septembre, puisque le mois de septembre est terminé maintenant et on a quelques éléments intéressants. Et donc, il faut souligner que ce mois de septembre, malgré le temps, comme l'a dit Xavier Bertrand à l'instant, s'il n'a pas été aussi beau qu'en juillet-août, on a fait un très beau mois de septembre, et on a de très belles réservations pour les vacances de la Toussaint et déjà les vacances de Noël. Donc voilà, on est vraiment sur une tendance de fond, comme l'a dit Xavier, et c'est important qu'on y croit tous et qu'on soit fiers de notre belle région. Voilà ce que je voulais compléter. Bien, écoutez, je pense que vous avez hâte de reprendre votre séminaire, donc à moins qu'il y ait une question des journalistes. Voilà. Une petite question autour de l'emploi touristique. On l'a vu cet été, beaucoup de professionnels ont été confrontés à une pénurie de personnel. C'est parfois lié à des problèmes d'hébergement. Est-ce qu'il y a une réflexion au niveau de la région pour régler ce genre de problème ? Deux sujets sur la question de l'hébergement, parce qu'on pensait que c'était réservé uniquement aux zones hyper touristiques, la montagne l'hiver ou l'été sur des zones très tendues. Non, nous aussi on commence à avoir justement ce type de réflexion. À une époque j'avais évoqué une idée qui avait semblé saugrenue à certains, c'est-à-dire pour certains saisonniers notamment des jeunes, de pouvoir utiliser nos internats qui sur le papier nous appartiennent. Donc à l'époque, je m'étais fait un peu blackbouler en disant de quoi je me mêlais et tout ça. Bon, je suis prêt à remonter au créneau. Si les professionnels me disent que ça peut être une solution, c'est pas la même chose que de pouvoir mettre à disposition un studio. J'en ai 1000 fois conscience, 1000 fois. Mais si parfois cela pouvait aider, on est prêt à regarder. C'est pas ça la bonne solution. La bonne solution, il faut qu'on ait la possibilité, pardonnez-moi, de pouvoir réaliser
un certain nombre de nouveaux appartements, parce que c'est ça le véritable enjeu. Quand on voit aujourd'hui la tension qu'il y a sur l'immobilier, vous pouvez baisser la main, vous avez vu, monsieur, vous inquiétez pas que vous fatiguiez, mais clairement, quand on voit la tension qu'il y a aujourd'hui sur tout le foncier, ça va être compliqué de dire qu'on va trouver la solution d'un claquement de doigts. Donc, moi, je pense qu'il faudrait pouvoir réaliser davantage de logements qui seraient dédiés et qu'on pourrait utiliser à d'autres moments dans l'année. C'est pas simple, mais on est pertinent, on est conscient que si on ne trouve pas de solution en la matière, un jour ou l'autre, on va se retrouver freiné dans notre développement. L'autre sujet que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est la formation. Si vous faites ressortir des nouveaux besoins de formation par rapport à ce qui existe, pas seulement pour des demandeurs d'emploi, mais également pour des gens qui ont une activité déjà ou un emploi, on est prêt à étudier parce qu'aujourd'hui, on est prêt à monter des formations qui peuvent être des formations pour quelques dizaines de personnes, grand maximum. On n'a pas besoin d'en avoir des centaines. Et nous sommes aussi capables d'avoir des formations sur mesure. Les formations dont on peut avoir besoin sur Senlis-Chantilly ne sont pas les mêmes dont on aurait besoin sur la Côte d'Opale ou même au cœur de la Vénois. Donc on est tout à fait capable de mettre en place aujourd'hui des formations maison s'il y a des débouchés derrière et de pouvoir les localiser et ne pas faire uniquement un centre de formation à Amiens ou à Lille. Donc deux sujets, le logement, mais c'est pas simple. Là, il nous faudra un partenariat également avec les élus locaux, notamment les maires et les intercommunalités. Mais la question de la formation sera aussi l'autre enjeu clé dans les années qui viennent pour pouvoir justement trouver le personnel et le fidéliser. Il y avait un monsieur qui avait levé la main. Alors, monsieur. bonjour. Donc, Jérôme Maillard, moi je m'occupe d'un domaine de campagne qui est situé vraiment à l'extrémité de la région, puisqu'on est en limite de la Normandie, sur la vallée de la Brelle, à hauteur de Gamache, Beauchamp, Le Tréport, destination Le Tréport. Et moi, je voulais vous poser une question toute simple, c'est que je suis persuadé que nos clients, et de plus en plus, vont utiliser le train, voire des systèmes de mobilité qui vont dans le sens un petit peu de l'environnement et de l'économie. Et on a une voie ferrée qui a été une des toutes premières, qui a été l'accès à la mer, qui a été Paris-Le Tréport. Cette voie ferrée a été en travaux pendant presque 1 an et demi, 2 ans. J'ai entendu un chiffre par notre député Maquet de 75 millions d'euros et on met toujours 3h30 pour faire Paris-Le Tréport. Et ça flingue le tourisme. Moi, quand je dis aux mes clients, mais prenez le train, ils me disent, vous rigolez, 3h30 pour faire 165 km, j'irai aussi vite en mobilette. Voilà. Bah, ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre autant d'argent et ne pas bouger au niveau de la SNCF? C'est dingo, quoi. Écoutez, moi j'ai passé une journée où j'étais plutôt de bonne humeur. Commençait avec une commission permanente, ça s'est plutôt bien passé. Position ont joué leur rôle. Voilà. Et là, vous me parlez de la SNCF. Bon. Quand je dis ça, je suis sérieux parce que dans la SNCF, ce n'est pas les gens qui bossent à la SNCF qui sont responsables de tout ça. Soit les cheminots, les gens qui sont au guichet, les gens qui s'occupent de la maintenance, eux, plus il y a de lignes, plus les trains tournent, plus ils sont contents. Le vrai sujet, c'est que derrière, c'est aussi un manque d'investissement depuis des années et des années. Bon, cette ligne-là, je l'ai déjà dit, j'y tiens. Moi, il n'y a aucune ligne qui a fermé, qui ne rouvrira pas. Et quand elle ferme, c'est uniquement parce qu'il y a des questions de travaux et des problèmes de sécurité. Donc, que ce soit un député communiste de l'autre côté de la région, ou que ce soit Emmanuel Maquet, qui sont un peu les deux fers de lance, Emmanuel étant vraiment très en pointe là-dessus, nous, on veut clairement financer. Ça va nous coûter, alors que normalement, ce n'est pas à nous de le faire, mais on va le faire parce qu'en plus, il y a cette destination qui n'est pas seulement touristique, mais d'aménagement du territoire. Parce qu'il n'y a pas que des touristes qui y vont, il y a des gens qui vivent là-bas. Et quand on prend le bus, parce qu'il y a des bus à la place, c'est quand même pas la même chose. Ni en termes de sécurité. Oui. Ah, par Abancourt, d'accord. Beauvais à Abancourt. Là, c'est pareil. Nous, tout ça, c'est programmé. La seule chose, c'est qu'on est un peu dans un bras de fer pour amener l'État et SNCF Réseau à payer un peu plus. Vous connaissez l'étoile de Saint-Paul, non, Saint-Paul en Ternoise? Oui, c'est les gens qui sont là-bas, oui, je me doute, mais je ne sais pas si monsieur qui est... Saint-Paul, il y avait 3 branches d'une étoile. 3 branches d'une étoile, vous voyez un petit peu? C'est la région qui a payé les 3/4 de la ligne. Les 3/4 des travaux de régénération de la ligne. Or, on n'est pas les plus riches, la période qui s'ouvre ne va pas être simple. La seule chose, c'est que nous, de toute façon, on veut qu'il y ait le train.
Surtout en plus, on est à une époque où on est en train de nous dire transport écologique, c'est le train. Enfin, en plus, derrière, après, si on laisse le diesel derrière, ça sera vraiment très très bien, une fois pour toutes. Mais il faut tout simplement qu'on ne soit pas les seuls à pouvoir financer. Normalement, ce n'est pas notre rôle. Mais je vous donne un autre exemple, qui est aussi touristique, tiens. Paris-Laon-Hirson. Laon, quand même un joyau touristique. Plus de monuments et de bâtiments classés à Laon qu'à Sarlat, je vous assure. C'est une ligne, si la région ne finance pas, qui va fermer. C'est-à-dire une préfecture en France, un département qui serait fermé. Et tout le sujet, on parle de Villers-Cotterêts, il y a tout le centre, justement, national. Le président de la République l'a voulu. Moi, je leur dis, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez investir des centaines de millions d'euros. Si la route, la RN2, n'est pas refaite complètement en 2 fois 2 voies, et s'il n'y a pas des voies de train de meilleure qualité, les gens ne pourront pas y aller. Ça me semble une évidence. Vous pouvez mettre un joyau où vous voulez, si vous ne pouvez pas vous y rendre. Et là où monsieur a entièrement raison, c'est que ça ne sert à rien d'avoir des trésors si on ne peut pas facilement y accéder. C'est la raison pour laquelle on continue, nous, à croire au train, que ça nous coûte beaucoup d'argent. On va mettre, par exemple, 1,5 milliard d'euros sur des nouvelles rames. Si vous me dites que c'est normalement pas totalement à nous de payer, vous avez entièrement raison, mais si nous on ne paye pas, ça ne se fera jamais. La seule chose, c'est que c'est même plus une question politique. Il faudrait que j'en comprenne là-haut que le train, c'est un bon investissement et à plusieurs titres. Et ça, c'est pas facile de convaincre. C'est même pas trop certain, c'est que il faut aussi que l'on comprenne que c'est un problème de desserte. Moi, je ne veux pas d'une région à plusieurs vitesses. Prenez le TGV, normalement, vous avez des conditions de régularité qui sont bien meilleures. Mais dans le TER, il y a aussi des gens. Et derrière le train, c'est la question, est-ce qu'on veut d'une région à plusieurs vitesses? Pour moi, la réponse est non. Donc il y a une question alors d'un journaliste, parce qu'il y a des journalistes qui nous suivent en visioconférence, et une question d'un journaliste qui est pour savoir si on prendra en compte le critère environnemental dans les aides qu'on accordera demain dans le cadre de la politique régionale en matière de tourisme. Rêve 3, il y a aussi toute une dimension touristique qui va être beaucoup plus forte. Et c'est vrai que dans les nouveaux dispositifs d'aide que l'on va mettre en place, notamment pour les communes ou les intercommunalités qui vont investir, il y aura cette dimension environnementale, il y aura cette dimension Rêve 3. Pour nous, de toute façon, ce que l'on veut dans ce mandat, c'est que Rêve 3 s'installe partout dans l'ensemble des politiques, clairement. Très bien, une dernière question peut-être, et puis voilà. Moi, j'avais une question sur l'hôtellerie, parce qu'il y a quelques années, il y avait eu une étude, notamment sur Amiens, où ça montrait un manque d'hôtellerie de qualité qui répondait aux normes, notamment pour les clients internationaux. Qu'est-ce que vous allez faire sur ce sujet ? On va faire travailler un peu notre directeur. Merci. Alors, c'est une question qui revient souvent. C'est-à-dire qu'on a un taux d'occupation moyen dans l'hôtellerie en région de France qui est l'ordre de 56%. Taux d'occupation à l'année. Et donc, ce qui importe, c'est vraiment de dire que voilà, c'est un taux aujourd'hui qui est un taux moyen bon. Il faut noter aussi qu'aujourd'hui, depuis 4 ou 5 ans, l'offre d'hébergement a explosé, notamment avec les plateformes qui ont su prendre un marché, notamment le marché de l'hébergement en famille, grâce aux appartements, qui étaient moins captés par le modèle hôtelier. Donc aujourd'hui, quand on a une offre qui explose avec les plateformes, je pense que si on est dans un investissement hôtelier, il faut que l'investissement soit extrêmement ciblé. Il faut qu'il y ait plus dans le modèle de l'uniformisation des chambres, mais il faut des chambres qui soient segmentées. Et aujourd'hui, n'importe quel hébergeur, et ceux qui sont là vont pouvoir l'attester, c'est que non seulement les gens sont des hébergeurs, mais sont des gens qui sont derrière leur planning de réservation, sont derrière leurs réseaux sociaux, gèrent leur diffusion sur plusieurs plateformes en fonction de leur taux d'occupation. Donc c'est un métier aujourd'hui qui est beaucoup plus complexe qu'auparavant. Donc aujourd'hui, il y a eu quand même une offre hôtelière qui s'est considérablement étoffée sur Amiens. L'Ibis Budget près de la gare, le Marriott aussi qui a doublé sa capacité, et il y en a d'autres. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un bon équilibre entre l'offre et la demande, compte tenu aussi du contexte de vente aussi de l'offre déployée sur les plateformes. Si on prenait en compte quand même que les villes et l'hôtellerie sont soumises parfois à une forme de concurrence que je qualifie de limite déloyale, ce serait bien quand même. Non, je le dis. Voilà, puis il y a aussi à réguler, moi je vais le faire dans ma commune, le développement des Airbnb, parce que ça se fait aussi parfois dans des zones en tension, au manque de logement, au détriment de la population permanente. Voilà. Et puis, vous avez certains qui... Parce que qu'il y ait des logements en Airbnb
proposées par des particuliers, comme c'est l'esprit d'Airbnb au départ, c'est normal. Mais quand vous avez des personnes qui rachètent des villas ou des maisons pour faire du Airbnb à l'année sans forcément se faire connaître, là, comme le disait Xavier Bertrand, il y a vraiment une concurrence déloyale frontale. Alors, vous savez qu'ils ont aujourd'hui l'obligation de se faire connaître, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on va évidemment déployer des moyens dans les offices du tourisme partout dans la région pour faire en sorte que ceux qui doivent se déclarent effectivement. Et puis, dans les zones en tension, empêcher peut-être, comme c'est fait déjà dans certaines villes, à Paris ou à New York ou dans le monde, essayer de contrôler un peu mieux l'offre Airbnb pour que ça reste raisonnable. Mais cela étant dit, je trouve que l'hôtellerie retrouve des couleurs qu'elle avait perdues, parce que, je disais en aparté à Xavier Bertrand, en gîte ou en hôtel, on a aussi des prestations de services qu'on n'a pas en Airbnb. Et quand on se déplace en famille et qu'au moment des vacances, il faut se taper les courses, le ménage, etc., ça gâche un peu les vacances. Donc l'offre hôtelière, l'offre de gîte, certaines offres un peu structurées peuvent aussi attirer ou attirent aujourd'hui des familles qu'elles n'attiraient plus auparavant. Donc il y a une espèce d'équilibre qui est en train de se faire. Il y a une poussée d'Airbnb qui a déstabilisé l'offre hôtelière, qui du coup a réagi en investissant un peu partout. Il y a aussi des hébergements insolites qui se multiplient. Une diversité d'hébergements, je le vois partout dans la région, qu'on soutient ce matin encore dans le cadre de la commission permanente. On avait plusieurs dossiers dans le cadre des contrats de rayonnement touristique. Nous, on est aux côtés des hébergeurs quand ils rénovent, inventent, proposent des hébergements nouveaux. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter vos dossiers à travers ce guichet unique dont parlait tout à l'heure Xavier Bertrand. Alors, la toute dernière question, puis on va vous laisser travailler. Bon, on a une question d'un journaliste qui n'a pas le son sur sa caméra. C'est La Voix du Nord qui nous demande quel a été le chiffre d'affaires touristique de la saison qui vient de se passer. Donc, je ne vais pas pouvoir renseigner tout de suite, répondre précisément à cette question, puisqu'on attend les chiffres de l'INSEE donc, du mois d'août qui vont être délivrés vers le 10 octobre. Voilà. Mais l'année de référence, donc, qui reste 2019, est de 6 milliards, une recette touristique annuelle dans l'ordre de 6 milliards 200. Donc, voilà, on va se jauger par rapport à ça, mais on pourra répondre dès lors que l'année 2022 sera en voie de s'achever. On était à fin juillet, pour l'instant, je n'ai pas les chiffres, du mois d'août, on a uniquement des chiffres de nuitées hôtelières, et c'est les comptes annuels du tourisme qui donnent la recette, et on les a uniquement en fin d'année. Oui, sur l'année, oui. Merci. Donc, nous sommes un petit hébergeur, un camping dans l'Oise, dans le sud de l'Oise. On rencontre deux problèmes, mais essentiellement ce dont on a parlé tout à l'heure. On a un apprenti en alternance depuis 1 an qui fait un BTS tourisme dans une formation organisée par la CCI de l'Oise. On en est très très heureux, donc il va faire sa 2e année chez nous. On voulait un 2e alternant de ce même BTS tourisme. Mais il paraît que la formation va s'arrêter pour l'instant. On n'en a pas. On se retrouve. Il paraît qu'il y a plein d'employeurs qui en cherchent. Donc, on a la recherche d'un alternant pour l'année à venir. Cette formation est à Montchier et loin. La formation de la CCI. Oui, peut-être. On est intéressé. Et l'autre petite question, on va avoir des factures d'électricité, bien sûr, qui vont monter comme tout le monde. Donc, est-ce qu'il va y avoir aussi des aides d'investissement dans les énergies renouvelables pour les professionnels du tourisme, pour les panneaux solaires et ce genre de choses? Merci. Bon, je fais une première partie. Sur les BTS tourisme, il faut répondre à madame, parce qu'il est effectivement plus proche que le Touquet, monsieur le président. Bon, sur la question des factures d'énergie, moi, depuis le mois de juin, j'alerte sur le fait qu'il n'y a pas que les industries électro-intensives qui vont être concernées. Moi, je connais aujourd'hui des restaurateurs qui, avec la renégociation des contrats de leurs énergéticiens, se demandent si à partir du début de l'année, ils vont pouvoir continuer. Ceux qui ont des pianos au gaz et qui ne sont pas passés à l'électrique, d'ailleurs, il y en a très peu qui sont passés à l'électrique, très clairement, là, le problème se pose. Ça fait des mois et des mois. Je plaide pour qu'on mette en place un bouclier tarifaire énergie pour les entreprises
et pas seulement pour les industries. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont saines aujourd'hui, qui risquent de mettre la clé sous la porte à cause du problème de l'énergie. À cause du problème de l'énergie. Ça va coûter de l'argent, ce que je propose, mais ça va coûter beaucoup plus d'argent si les entreprises mettent la clé sous la porte, avec les faillites, avec les prestations qu'il faudra verser et les rentrées qui ne se feront plus. C'est une question de calcul, les Allemands viennent de le faire dernièrement, il faut aussi qu'on le fasse. En attendant, si vous avez un problème avec vos énergéticiens, notamment sur des factures qui vont exploser ou qu'on vous amène à renégocier les conditions, nous avons mis en place hier, à ma demande et la demande de Philippe Ourdin, une cellule de médiation si vous rencontrez des difficultés pour vous faire comprendre et vous faire entendre. C'est auprès des chambres de commerce, on va communiquer, on est quel jour? Mercredi? Non, mardi. Mardi, on va communiquer dans la semaine sur le numéro vert, de façon à pouvoir justement vous aider. Il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui, mais qui n'aident pas assez, surtout avec l'explosion qu'on va connaître au début de l'année 2023. Nous mettons en place cette cellule dans la semaine. Ce qui peut être intéressant, c'est que peut-être que les personnes qui sont directement en première ligne là-dessus vous donnent les coordonnées à la fin de cette réunion, des équipes justement du CRT. Mais donc, ce sera auprès des chambres de commerce comme guichet unique que les choses vont se faire avec les énergéticiens. Qui est votre fournisseur d'énergie, sans être indiscret? Actuellement, Gazelle Énergie. Et on a renégocié avec Primeo Énergie. Et une multiplication par 2,5. Et on multiplie que par 2,5. Et on est en train de s'inquiéter, mais en fait, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus... C'est pour ça. Donc, parce que c'est un problème pour nous. On a beaucoup parlé d'Arc, on a beaucoup parlé d'Aluminium Dunkerque, mais il y a beaucoup d'entreprises beaucoup plus petites qui vont être directement impactées. Et je ne vous parle pas de la région, où là, on a une réunion demain sur à quel moment, normalement, c'est chaque année au 15 octobre, qu'on rouvre les internats, le chauffage des internats et des logements de fonction. Sauf qu'avec la température, même si aujourd'hui ce n'est pas un bon révélateur, il va falloir qu'on ouvre avant parce que ça va nous coûter, et l'an prochain, ça va nous coûter, tenez-vous bien, 82 millions d'euros de plus que dans l'année de référence 2021. Je ne dis pas ça pour pleurer, de toute façon, il va falloir faire attention. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est que des entreprises saines passent à la trappe. On a, pendant la période Covid, aidé toutes les entreprises sans distinction. Là, avec l'énergie, ce sont des entreprises saines. Et moi, je ne veux pas les voir disparaître, d'où l'idée de cette task force qu'on a mise en place pour justement obtenir un régime d'aide et que les factures n'explosent pas. Il y a quand même aussi dans tout ça beaucoup de spéculation quand même en plus. Donc nous, effectivement, on a négocié très en avant et donc on multiplie que par 2,5 à partir de décembre 2023. Mais ça voudrait dire qu'en hiver, il faudrait ajouter 50% à notre prix des nuitées, ce qui est faisable. Donc il faut fermer. Il faut fermer pendant l'hiver. Et si je peux me permettre en plus pour les périodes d'hiver, parce que là aussi il faut tenir compte de l'aménagement du territoire, on n'est pas tous égaux. Et c'est pour ça que moi, notre région, le climat est formidable, mais l'hiver ça nous coûte plus cher à chauffer qu'ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais, excusez-moi, c'est aussi ce que je mets en avant et pourquoi je cherche à ce qu'on se fasse davantage entendre. Très bien. Et pour ce qui est de l'auto-formation, justement, quand on parlait d'un guichet unique, vous voyez, c'est ce genre de questions que vous pouvez nous faire remonter. Et nous, on redirigera votre demande vers le bon service de la région pour qu'il vous réponde. Dès lors que c'est évidemment dans la limite de la compétence de la région. Si ce n'est pas dans la limite de la compétence de la région, on vous renverra vers le bon interlocuteur au département, dans les services de l'État. Mais c'est l'idée du guichet unique que veut Xavier Bertrand et dont on vous annonce la création cet après-midi, en plus de ces bons chiffres. Voilà. En tous les cas, merci à tous pour votre... attention, et puis on vous laisse travailler, mais surtout n'hésitez pas à venir vers nous. En tous les cas, je poursuivrai moi avec Jean-Philippe Gold, les équipes du CRT, mon tour de région, avec Rodolphe Vibo également, puisqu'on va réécrire l'ensemble des contrats de rayonnement touristique, là où il en existe, on va en écrire là où il n'existe pas, mais plus que jamais, grâce à Xavier Bertrand avec son soutien, le CRT Hauts-de-France Tourisme et les équipes de la région sont à vos côtés, seront à vos côtés dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà. Merci à vous et très bel après-midi.